Exact, elle m'a appris à faire le couscous parce que je ne savais pas du tout faire le couscous. Et j'ai dit non, la vérité, tu pars pas cette fois avant de m'avoir appris à faire du couscous parce que ça me manquait vraiment beaucoup. Et mon client, en fait, il a eu beaucoup de sociétés qui ont fait faillite. Et donc, il ne pouvait plus m'engager 5 jours semaine. Ça aussi, c'est un autre point en tant qu'indépendant, c'est que quand il y a du travail, tu as du travail et tu es payé. Quand il n'y a pas de travail, ben, tu n'es pas payé, tout simplement. Et donc, mes journées, au lieu Oui, même si tu as un travail très, très difficile, même si tu as un travail à haute responsabilité et que tu peux, toi, voir de manière extérieure comme étant quelque chose d'ennuyeux, etc., ben, tu peux quand même faire quelque chose à côté qui va un peu égayer tes journées. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. Maha est une jeune femme expatriée en Belgique. Jat mora le bac d'Yala pour ses études en droit. Mansour Diala a été inspirée par sa tante notaire, d'où ses études. Lyouma Maha est juriste corporate. On a les coulisses derrière ce métier, l'acharnement qu'il demande, surtout pour une situation d'étrangère en Belgique. Maha est aussi sur les réseaux. Dartna comment réussir sa page, avoir une niche et le matériel qu'il faut. Bref, la mantawla likum bzaf, tkhalikum ma Maha. Salam Maha. Salut Rania, Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. je suis très ravie de passer un moment avec toi et je te remercie pour l'invitation. Merci. Du coup, on souhaite savoir un peu sur toi, الحياة ديالك, c'est-à-dire de l'expatriation en Belgique. Et je te laisse te présenter. D'accord. Alors moi, je m'appelle Mara, j'ai 29 ans et j'ai fait des études de droit en Belgique. Je suis actuellement juriste en droit des sociétés et droit fiscal. Donc le choix de la Belgique est venu suite à un long parcours. On va commencer par le début. J'ai fait un bac STG, donc un bac français à Casablanca au lycée Léon l'Africain. Et ensuite, à mes 18 ans, donc j'ai décidé d'aller faire mes études à l'étranger. J'ai fait un bachelier en droit, un master en droit économique et social. Et ensuite, j'ai attaqué avec un master complémentaire en droit fiscal et un certificat en fiscalité internationale. Je vais vous expliquer un peu plus en détail pourquoi le choix s'est porté sur ces études et comment j'ai fait pour atterrir en Belgique. Donc déjà, pour commencer, le choix du pays, de la Belgique, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et tout simplement, quand on a son bac, un bac français à Casablanca, le choix logique, on va dire, il se pose directement sur la France. Et moi, à l'époque, je savais que je voulais faire des études de droit. Je ne savais pas encore où. Et donc, ce qui fait qu'il y avait cette option de la France, bien sûr, mais mon fiancé, à l'époque, était parti faire des études de droit aussi en Belgique. Et donc, je me suis dit, Fhal Paris, Fhal Bruxelles, autant joindre l'utile à l'agréable. Et donc, j'ai fait en sorte de tout simplement aller aussi faire mes études de droit en Belgique. Et donc voilà, j'ai attaqué mon cursus en 2012. C'était bien sûr assez difficile de dire à ses parents comme ça, de dire à ma maman, oui, voilà, je veux choisir la Belgique pour telle ou telle raison. Donc, je me rappelle à l'époque, bien évidemment, elle connaissait mon fiancé, etc. Elle savait qu'il était en Belgique. Donc, je suis passée un petit peu par ma tante pour lui faire passer l'information que, à la place d'aller à Paris, j'aimerais bien partir à Bruxelles. Et à ma grande surprise, elle était totalement d'accord et elle m'a dit, je préfère que tu sois accompagnée dans un pays où tu ne connais personne plutôt que de partir à l'aventure toute seule, comme elle a elle-même vécu un peu le Ghorba toute seule. Et donc, elle s'est dit, tant mieux qu'elle soit accompagnée, quoi. Donc, voilà pourquoi je me suis dirigée vers la Belgique. Et concernant mon choix du cursus, mon choix du droit, en fait, j'ai grandi dans un environnement qui est à la fois juridique et artistique. Juridique parce que j'ai ma tante qui est notaire et tout en grandissant, je l'ai vu en fait évoluer, je l'ai vu faire ses études de droit, je l'ai vu réussir et son évolution m'a beaucoup inspirée. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va suivre son parcours et on va essayer de faire des études de droit aussi. Et pourquoi il y a aussi le milieu artistique? Parce que ma maman est artiste chanteuse.
et qui est assez connue au Maroc. Donc, j'ai un peu grandi voilà, dans les studios d'enregistrement, dans les plateaux télé. Elle passait souvent la une, deuxième, etc. Et bah, Ok. peut-être que la génération de tes parents vont la reconnaître. Elle est un peu moins connue de la génération actuelle, mais elle s'appelle Nza Chabaoui. Et donc, Ok. elle vient de Tanger aussi. Donc, à voir si peut-être tes parents la connaissent. Mais voilà, j'ai grandi un peu dans ce milieu dualiste où on nous encourage à faire des études et à s'offrir un peu une sécurité pour plus tard, parce que le milieu artistique, voilà, c'est bien beau, mais on n'a pas cette sécurité pour le long terme. Et donc, ma maman m'a beaucoup encouragée donc, à faire mes études. On ne nous a jamais imposé un choix d'études en particulier, mais on nous a beaucoup encouragés à aller de l'avant, à se créer une carrière et être tout simplement une femme indépendante. Et donc Mhm. voilà, ce milieu dualiste un peu où j'ai grandi et qui est tout aussi riche, qui m'a permis aujourd'hui justement d'aussi m'ouvrir à la création de contenu. Ok. C'est très intéressant le mélange artistique juridique Oui, que tu as et ça se voit صراحة un peu في la page ديالك كيبان هذا le mixte ou le côté hybride surtout في la mode je pense plus oui, artistiquement mais oui, mode plus oui, oui, et oui. je pense les réseaux sociaux aussi كتقدر تخرج فيها هذيك tout ce que tu la passion ديالك l'image ou le son la Exactement. lumière. Exactement, parce que en fait, dans le droit, c'est un milieu assez rigide, très sérieux. Euh, oui, il y a de l'interprétation, mais c'est de l'interprétation juridique. Donc, on voit tout ce qu'on voit à la télé, tous les suits, etc. Oui, c'est très inspirant, c'est très beau, etc. Mais quand tu viens voir ton day-to-day, ça a une connotation des fois un peu boring. Et ce qui fait que c'est très, très important de quand on est dans le milieu juridique et qu'on aime aussi la créativité, et ben, de faire quelque chose à côté qui va un peu t'inspirer, ouvrir un peu ton mental et te changer les idées de ça. Et ben, d'où cette passion de création de contenu, j'en dirai un peu plus sur comment elle est venue, parce que c'était un cheminement pour arriver jusque-là. Vu que ma page, elle date il y a un an, si je me souviens bien, j'ai dû poster ma première vidéo en janvier 2022. Mais c'était voilà, une volonté de ma part qui existait depuis que j'étais adolescente. Mais comme il y a eu les études, le fait de déménager à l'étranger, j'avais pas vraiment eu le temps de m'attarder sur ça. إمم. Ouais. Oui, نرجعوا un peu les réseaux sociaux un peu après. Ouais, بغيت un peu نعرف دابا كيفاش جاتك la vie في بلجيكا une fois مشيتي كانت عندك je pense 18 ans 17 ans exact, كنتِ باقا exact. صغيرة. Alors, la vérité, très difficile la première année. Je pense pas que c'est rare où je parle à quelqu'un et qui me dit, voilà, c'est très facile dès la première année, etc. Parce que j'ai grandi en étant très, très proche de ma famille maternelle. Mes tantes, c'est comme mes deuxièmes mamans. Quand je me les vendredis pour le couscous, les sorties le dimanche, etc. Donc, il y a eu euh, cette cassure, entre guillemets, entre un certain mode de vie et qui devient en tout autre mode de vie au final quand tu vis en Europe, que ce soit en France, en Belgique ou autre. La mentalité est différente, le lifestyle est différent, les traditions sont différentes. Et donc, bien évidemment, on essaie de garder nos valeurs et nos principes, mais on est obligé de s'adapter. Donc, la première année, ce qui ressortait vraiment, c'était le manque de la famille et le fait de devoir s'adapter à un nouvel environnement, de faire de nouvelles connaissances. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on laisse derrière nous toute une vie pour commencer une nouvelle vie à côté. Et puis, tu as le stress des études en parallèle. Tu sais que tu dois réussir parce que tes parents, ils ont investi en toi pour aller à l'étranger. Donc, tu dois quand même leur faire honneur, les rendre fiers. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression la première année. J'avais aussi eu... Allez, c'était difficile de s'intégrer. Les premiers mois, tu arrives, tu es perdu. À la commune, tu dois faire tes papiers, ton inscription doit être en ordre, te retrouver dans l'amphi, te retrouver à l'uni, va aller faire ta carte bancaire. Donc, il y a plein de trucs qui font que la première année, obligée, elle va être difficile. Mais avec le temps, ça passe. Moi, ce qui m'avait un peu, allez, je vais dire choqué, mais maintenant, ça me choque plus. Mais ce qui m'avait un peu choqué au début, c'était un peu le truc de se dire, c'est chacun pour soi.
parce que je suis arrivée à l'Univ le premier jour, j'avais commencé l'université 3 jours en retard, parce que j'avais eu mon visa un peu en retard. Et j'avais demandé des notes à une fille qui était assise à côté de moi, à Flanphy. Et je dis, oui, enfin, est-ce que tu pourrais m'envoyer tes notes des trois derniers cours? Voilà. Elle prend mon adresse email et bien évidemment, j'ai jamais rien reçu. Et la personne m'a ignorée tout au long de l'année et tout au long des années qui ont suivi. Et je me suis dit, ah oui, en fait, tu dois, et tu dois, en gros, te démerder et ne pas euh, compter sur quelqu'un d'autre pour faire tes trucs, quoi. Et donc, ça m'avait un peu marqué. Donc, la première année, j'étais là, oui, certes, je suis accompagnée, je suis contente, j'ai mon fiancé avec moi, euh, je vais pouvoir faire mes études de droit, etc. Mais c'était très dur psychologiquement. C'est vraiment à la fin de la première année que j'ai commencé à rencontrer des gens et à me faire un petit groupe d'amis et que ça a commencé à être plus facile. Et autre chose qui a été très difficile, c'est le temps. Ici, il fait tout le temps gris. Vraiment, le soleil, c'était quelque chose hyper important pour moi dans ma vie de tous les jours. Et on ne se rend pas compte de ni'ma que c'est d'avoir du soleil, de se lever le matin, d'avoir du soleil, d'avoir la mer. Et c'est quelque chose ici qu'on n'a pas. Et donc ça aussi, c'est encore au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de pas avoir un beau temps, de pas vivre dans un pays où il fait beau, quoi. Mais alhamdoulilah, au fil des années, on s'habitue, on évolue. Quand on voit qu'on arrive à atteindre certains objectifs, ça devient plus facile en fait. En fait, une fois que tu réussis ta première année d'études, tu vois que ça fait une jahti, tu te dis, OK, c'est bon, je peux le faire et tu reprends confiance en toi. Parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, dans une université, ta plus grande peur, c'est de ne pas réussir ton année. Tu te dis autant d'investissement et autant de travail et pas réussir ton année. En plus, le système ici, quand je venais d'arriver, il était plus dur que ce qu'il est aujourd'hui parce que tu pouvais réussir à la 12 sur 20. C'est-à-dire, si tu n'as pas 12 dans une matière, fallait refaire la matière. Généralement, dans d'autres universités, c'était la moyenne de 10. Bon, alhamdoulilah, moi, vu que j'étais pas défaitiste, mais j'avais très peur, je me disais, allez, il faut que j'ai 12 sur 20, il faut que j'ai 12 sur 20. Mais au final, j'ai pu avoir de bonnes notes après et ça m'a encouragée à continuer. Et c'est devenu beaucoup plus facile avec le temps quand tu apprends, en fait, quand tu sais comment ça marche, après, ça va comme sur des roulettes. Mhm. C'est vrai. أي système, parce que ça reste un peu les règles du système. Après, une fois tu as ça en main, Exactement. c'est bon. Ou comment tu as fait pour créer un peu ton cercle d'amis? C'est difficile, je pense. Ben, mon premier cercle d'amis, je me le suis fait en plein examen. C'est bizarre à raconter, mais on était en plein examen et c'est quelque chose qui est à ne pas reproduire. C'est que j'étais assise, il y avait mon mari avec moi qui était aussi étudiant et on passait tous examens dans l'amphi et j'avais une fille qui était à côté de moi, et qui a un autre garçon de l'autre côté et on voyait qu'on galérait tous à passer cet examen. Mais on se regardait comme ça et on s'est pris de compassion l'un pour l'autre parce que c'était difficile. Et à la fin de l'examen, la fille est venue chez moi qui est encore mon amie aujourd'hui et on s'est échangé les comptes Facebook et c'est parti de là en fait. C'était vraiment ma première connaissance. C'était cette fille-là qui avait son groupe d'amis et de là, on a commencé à faire nos blocus ensemble. Les blocus, c'est les périodes où on bloquait pour étudier pour les examens et tout. Et donc, on s'est créé un groupe d'amis comme ça, en fait. C'était en plein examen. C'est vrai. À ce moment, avec les temps, les périodes un peu difficiles, que ça se voit avec amitié. Exactement, exactement. Très bien. وaprès كيفاش جاتك aussi انك تorienter plus في corporate, je pense, corporate Oui, law. Et est-ce ouais. que tu peux expliquer un peu, étaler un peu sur ce que tu fais exactement, ce que Ok, tu as fait comme étude? ok. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc, il y a eu le bachelier en droit. Ensuite, c'est dans le master que tu choisis ta spécialité. Donc, je me rappelle, à l'Univ, on avait plusieurs possibilités. Il y avait le master en droit économique et social, il y avait droit civil pénal et il y avait droit international. Et donc, moi, je suis partie vers le économique et social parce que je me disais, j'aimais bien le droit des sociétés corporate, etc., commerciales. Et c'est ça qui allait m'ouvrir la porte du domaine. Donc, j'ai choisi cette filière et on a pas mal de choix pour les cours. Donc, tu choisis un peu les cours qui t'intéressent. J'ai pris tous les cours de droit des sociétés qui existaient. Et donc, une fois que j'ai été diplômée en juin 2017,
il y a eu le périple de trouver un travail, parce que ça, c'est encore un autre chapitre et un vrai périple, un vrai combat. Parce que vous savez certainement, pour travailler à l'étranger en tant qu'étudiant international hors Union européenne, eh ben, il te faut un permis de travail. Ici en Belgique, on a deux possibilités. Donc, soit tu choisis la voie du salariat et donc tu dois demander un permis de travail, soit tu choisis la voie de l'indépendant et là, tu dois demander une carte professionnelle. Donc, c'est deux procédures différentes. Et même quand tu choisis la procédure donc, pour être salarié, tu as encore deux sous-catégories et deux cas de figure. Soit tu vas trouver un travail qui va te donner le statut d'un travailleur hautement qualifié. Et là, tu as un permis de travail automatique, mais il faut que ton salaire il soit d'environ, à l'époque, c'était 43 000 € annuels, mais maintenant, c'est monté à environ 47 000 annuels. Et donc, ça, tu as le statut de travailleur hautement qualifié. Et là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent te donner un permis de travail automatiquement. Si tu n'es pas dans ce barème et que tu es en dessous de ce barème salarial annuel, dans ce cas, ta procédure, elle peut prendre jusqu'à 4 mois et ils doivent d'abord chercher un citoyen belge qui n'a pas les mêmes compétences que toi. Donc, ce n'est que si on ne trouve pas une personne sur le marché qui peut remplir tes mêmes tâches qu'on peut t'accorder le permis de travail. Donc, en fait, c'est une chose, en gros. Et sinon, tu as la voie donc de l'indépendant. Moi, ben, évidemment, j'allais chercher le côté salarié parce que je me disais, voilà, indépendant, créer une société, il y a plein de trucs à faire. Donc, j'ai commencé à chercher en tant que salarié dans le domaine du corporate. Donc, j'ai cherché, cherché, cherché et c'était très, très difficile à trouver. Je me rappelle que j'ai passé des entretiens et je sais très bien que quand on évoque la partie permis de travail, tu sais que tu vas susciter une réaction soit positive, soit négative. Généralement, elle est négative. Et donc, j'attendais toujours à la fin des entretiens pour dire, oui, voilà, je suis étudiante internationale et il y a juste une petite formalité à faire. J'essaie un peu de faire passer ça en étant quelque chose de juste administratif, parce qu'en réalité, ça leur coûte pas plus cher d'embaucher des personnes internationales hors Union européenne. C'est juste que ça a une démarche administrative supplémentaire à faire. Et ça prenait pas. Ça prenait pas. J'ai passé 6 mois à galérer, mais il faut savoir que le titre de séjour, du coup, il expire en octobre de l'année suivante. Et donc, je me suis dit, bon, ça prend du temps. Il faut que je me réinscrive dans un master complémentaire. C'est toujours un plus. Et je savais qu'à l'époque, ben, la fiscalité, c'était quelque chose qui était hyper demandé. Et à chaque fois que je regardais dans les offres d'emploi et tout, je voyais qu'on demandait beaucoup de juristes en droit fiscal. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, va t'inscrire dans un master complémentaire, inscris-toi en droit fiscal, et peut-être que ça va t'aider à trouver le travail. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite, j'ai renouvelé mon titre de séjour, donc presque un qleb. Mais là, au moins, j'ai axé ma recherche sur juriste spécialisé en droit des sociétés et droit fiscal. Et là, ça a marché, vu que quand j'ai fait ouais, l'entretien et ils voulaient me prendre, et malgré que j'avais la situation d'étrangère, mais ils ne voulaient pas prendre en tant que salarié. Ils m'ont dit, on te prend en tant qu'indépendant. euh, on t'aide à créer ta société, etc. Bien évidemment, c'était plus avantageux pour eux parce que ils n'ont pas avec l'engagement social, toutes les lois sociales à respecter envers toi. Tu es responsable de toi-même, tu n'as pas tes maladies, tu n'as rien, quoi. En gros, ils n'ont pas voulu prendre de risques, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça a marché. J'ai intégré ce premier travail, j'ai fait mes démarches, j'ai eu ma carte professionnelle. Et donc, c'était vraiment mes tâches, dire ma compétence, c'était juriste en droit des sociétés et fiscalité. J'ai cherché dans le monde des fiduciaires. En fait, il faut savoir qu'une fiduciaire, c'est quoi? C'est une société qui va gérer d'autres sociétés comptablement, juridiquement et fiscalement. Généralement, c'est comptablement et fiscalement, mais là, c'était une société qui prenait aussi des juristes. Et donc moi, mon travail, c'était vraiment tout l'aspect juridique, droit des sociétés, droit fiscal de ces sociétés-là qui étaient elles-mêmes clientes de mon client finalement. Parce que du coup, mon boss, c'était mon client vu que ma société lui facturait à lui, quoi. Et donc, c'était ça mon travail. J'ai passé 6 mois dans cette société. Euh,
on va dire que c'était pas ma meilleure expérience en tant que première expérience. C'était assez compliqué parce que c'était une fiduciaire à taille humaine qui était très familiale et donc ils se connaissaient tous un peu trop entre eux. C'était vraiment limite des membres de la famille, etc. Et donc moi, j'étais un peu l'outsider. Et malheureusement, quand les gens savent que c'est ton premier taf, que tu es étrangère, que tu es sous carte professionnelle, des fois, ils veulent abuser un peu de ton statut de faiblesse. Et malheureusement, il y a eu, allez, la synergie de travail n'était pas bonne, en gros. Et ce qui a fait qu'au bout de 6 mois, l'avantage que j'avais avec la carte professionnelle, c'est que je pouvais changer de travail sans devoir encore faire une demande à la région pour me donner l'autorisation, contrairement au statut de salarié. Et je fais très attention de donner ces détails pour les gens qui peuvent nous entendre et qui seraient justement à la recherche d'un travail en Belgique. C'est toujours important de partager son expérience, mais voilà aussi la différence, c'est que quand tu es en carte professionnelle en indépendant, tu peux à un moment donné changer de travail sans devoir faire de formalités supplémentaires. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai changé de travail et là l'expérience était bien meilleure. Euh, j'ai intégré une deuxième fiduciaire, donc où j'étais juriste, mais là la différence c'est que j'étais la seule juriste et dans une fiduciaire beaucoup plus grande. Donc ce qui a fait que la responsabilité qu'on m'a donnée était tellement grande que j'ai énormément appris en très peu de temps. Mais il faut pas oublier que je faisais le master complémentaire en droit fiscal en même temps. Donc le deuxième travail que j'ai trouvé, il était quand même à 50 minutes en voiture de chez moi. Je faisais 1 heure le matin, je passais ma journée de travail, je quittais à 17 heures, je revenais à Bruxelles à 18 heures, et puis j'allais en cours de 18 heures à 21 heures. Et ça, c'était vraiment une grosse galère. J'ai tenu 2, 3 ans, parce que ce master complémentaire, je l'ai fait en 3 ans, vu que j'ai rajouté un certificat en fiscalité internationale. Mais c'était vraiment la période, je peux dire, la plus dure de ma vie parce que tu n'as pas de vie sociale, tu es tout le temps fatigué. Euh, C'est-à-dire quand tu sais que tu te lèves à 6 heures du matin et que tu rentres chez toi qu'à 21 heures, c'est un calvaire mental. Et donc, au bout des 2 ans, euh, j'ai né avec l'épuisement mental et après, avec le recul, c'est là qu'on l'appelle un peu une sorte de burn-out, quoi. C'est à un moment donné où ça fait, tu peux plus. Et là, bizarrement, je sais que le Covid a été une période hyper compliquée pour tout le monde et on a perdu beaucoup de gens. Mais moi, dans mon cas, c'était vraiment une période qui m'a sauvée parce que ça a coïncidé avec la fin de mon master complémentaire. C'était en juin 2020. Le Covid avait commencé début 2020 et moi en juin j'ai fini donc mon master complémentaire et mon client en fait il a eu beaucoup de sociétés qui ont fait faillite et donc il pouvait plus m'engager 5 jours semaine. Ça aussi c'est un autre point en tant qu'indépendant, c'est que quand il y a du travail, tu as du travail et tu es payé. Quand il n'y a pas de travail, ben t'es pas payé tout simplement. Et donc mes journées, au lieu je suis passée de 5 jours semaine à 1 jour semaine de travail. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec une vie tellement j'avais une vie tellement remplie, j'avais zéro temps à tout l'opposé. J'ai fini mes études et je suis passée à 1 jour semaine. Et donc là, j'en ai profité vraiment pour me reposer, me ressourcer, me poser, parce que j'avais plus en fait de place dans mon cerveau, il n'y avait plus rien qui pouvait rentrer. C'est l'épuisement mental en fait. Et de 1 jour semaine, ben, je suis passée à 0, vu que ben, avec 1 jour semaine, c'est pas tenable d'avoir un travail ben, stable. Et donc, j'ai arrêté aussi le travail avec eux et je me suis prise quelques mois pour vraiment faire un stop, un vide total, parce que j'en avais vraiment, vraiment besoin. Je me suis un peu penchée sur le développement personnel, comment gérer son stress, comment avoir une bonne balance entre la vie privée et la vie pro. Et j'ai énormément appris. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis penchée sur les réseaux, parce que j'apprenais tout ça des réseaux sociaux. Je regardais des vidéos qui m'ont énormément inspirée. Et c'est de là, en fait, que je me suis penchée sur la création de contenu. C'est que j'ai eu pas mal de mois où je me suis vraiment juste centrée sur moi-même pour apprendre de nouvelles choses, tout simplement. J'en avais marre, en fait, de faire tout le temps la même chose parce que j'ai quand même étudié 8 ans de droit et donc j'ai connu que le droit et j'avais envie, en fait, de connaître autre chose, de voyager. Donc, j'en ai profité pour faire des voyages, de nouvelles activités, faire de la danse. Vraiment, j'ai pris un vrai break pour moi. Pardon. Et c'est comme ça que je me suis penchée sur les réseaux et que je me suis prise de passion pour la création de contenu.
j'ai voulu en fait, suite à mon expérience, vu que les vidéos que je regardais m'ont inspirée, ben, je me suis dit, tu sais quoi, partage aussi des vidéos pour motiver les gens, pour les inspirer, pour leur dire que en fait c'est possible d'avoir une balance vie privée, vie pro, tout en atteignant ses objectifs. Et c'est de là en fait qu'après début 2022, j'ai commencé un troisième travail dans une société d'audit multinationale. Donc c'était un travail qui était purement juridique et fiscal aussi. Mais de là est venu un autre questionnement après plusieurs mois dans ce travail. C'était de me dire est-ce que j'ai vraiment envie d'évoluer dans la fiscalité. Comme moi, avec tout ce que je viens de t'expliquer, on voit très bien que mes choix à un moment donné ont été vraiment motivés par ce but de. Il fallait que je trouve le travail, il fallait que je puisse assurer mon séjour, etc. Et donc j'ai fait des choix un peu malgré moi, des fois, en choisissant le taf où je devais travailler. Mais après, quand j'ai eu voilà, ma résidence et que je pouvais ne plus avoir besoin de permis de travail, une carte professionnelle pour travailler, je me suis dit, je vais me lancer dans une expérience en tant que salarié dans cette société d'audit multinationale. Mais après, je me suis posé la question de est-ce que vraiment c'est exactement ça que tu as envie de faire ou pas, vu que en soi, tu as fait ce master complémentaire malgré toi au début, même si ça m'a hyper intéressée et que j'adore la fiscalité. Je me suis ouverte un peu à ce questionnement, quoi. Mhm. Et Et donc, après, et donc aujourd'hui, j'ai passé donc presque un an dans cette entreprise et j'ai quitté récemment pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, c'était ce questionnement par rapport au domaine fiscal, vu que je ne faisais que ça. En fait, c'est un département tax and legal, mais la partie taxe est tellement prépondérante qu'on ne rédige pas beaucoup, alors que moi, en tant que juriste, j'aime bien tout ce qui est rédaction de contrats, etc. Et il manquait en fait cette partie purement juridique et c'était vraiment que des taxes, que des chiffres. Et donc j'étais en plein questionnement à un moment donné. Puis j'ai décidé en fait de me lancer en tant que juriste indépendante aujourd'hui. C'est ce que je fais. Le but, effectivement, c'est d'avoir ses propres clients. Et comme on va dire, j'ai vécu cette expérience de salarié et je pense que le côté entrepreneurial me va mieux. Et j'ai tellement de projets en tête. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, j'aspire aussi à d'autres choses, comme par exemple allier droit et réseaux sociaux. C'est quelque chose qui n'est pas très courante et c'est quelque chose allez, que j'aimerais bien lancer. Peut-être savoir protéger un peu les créateurs de contenu juridiquement parce qu'aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux est en plein essor et un cadre juridique manque forcément à ça. Et je pourrais peut-être apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, sur quoi je travaille en ce moment. mhm. D'accord. دايما عندك le côté un peu hybride, tu veux toujours mélanger. Exactement. Tu viens pas Exactement. être monodimensionnel. Exactement. Toujours sortir de l'ordinaire, du 9 to 5, des idées hyper allez, carrées. Ouais. Exactement, parce qu'on te dit, voilà, euh, allez, il y a eu tout un questionnement pour arriver à ça, c'est-à-dire que tu te dis, tu as fait quand même autant d'années d'études. Je me suis toujours vue en fait dans le monde des sociétés. Quand tu commences tes études, tu travailles, tout ce que tu as connu, c'est oui, je vais intégrer telle société, je vais intégrer telle société, il faut que j'intègre la société la plus connue, etc. Mais au final, tu te rends compte que c'est des choses que la société veut. Tu dois voir ce que toi, en fait, tu veux, ce à quoi tu aspires. Si j'avais entendu ce que les gens disaient, je ne me serais jamais lancée sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit rarement des juristes ou des avocats ou autres sur les réseaux sociaux ou faire des reels ou partager un certain lifestyle, etc. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est la vérité. Le milieu dans lequel je suis, c'est difficile d'avoir du temps et c'est le maximum de. Les questions que je reçois le plus, c'est ça c'est comment tu fais pour balancer entre un job full-time et la création de contenu. Et ça, c'était un très, très gros challenge pour moi. Quand j'ai commencé mon dernier travail il y a un an, en fait, ça a coïncidé avec le fait que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Et c'était mon plus gros challenge à moi-même, c'est de me dire, OK, tu as passé autant d'années entre guillemets, à te battre entre tes études et ton travail.
je ne pense pas que créer du contenu va être plus difficile que tes études, que tu as fait en même temps que le travail. Donc, tu dois te challenger à travailler et faire d'Instagram et de tes créations, etc., un hobby, quelque chose que tu vas faire et qui va te changer les idées ou ما تحسش به comme un travail en fait, ما تحسش به comme quelque chose que tu es obligé à faire. Et je pense que c'est ça qui a marché pour moi, c'est que tellement j'ai aimé créer que je prenais ça en fait, ça me procurait tellement de plaisir que j'avais juste hâte en fait de finir ma journée de travail et rentrer créer ce que je pouvais créer quoi. Mhm. Ouais, c'est un échappatoire pour toi. C'était exactement ça. D'accord. Et إذا رجعنا un peu le monde corporate وهضرتي على un peu le work-life balance كيفاش عاملة الخدمة un peu في Belgique. Je sais que Tina كنتي في un domaine très spécial. Ouais. Je vous parlais que je pense de ça. كيف كانت واش كاينة زعما les Belges ils sont très stricts côté travail ou bien les pauses déj, les vacances, les congés, etc. En fait, ça dépend de quelle expérience. Toutes mes expériences étaient très différentes l'une de l'autre. Et il faut pas oublier une chose, c'est que déjà dans le monde juridique, on ne retrouve pas beaucoup d'étrangers ici en Belgique. Bien sûr, à l'UNIF, c'était un autre monde. L'UNIF, on est de toute nationalité, il n'y a pas vraiment de barrières et tout, mais quand tu rentres dans le monde du travail, c'est différent. C'est différent parce que tu vas forcément toujours être l'outsider. Et donc forcément, les gens, je parle des Belges en particulier, vont toujours avoir des préjugés par rapport à la personne en face et qui est étrangère, etc. Et il faut pas oublier aussi que voilà, à cause des médias, des amalgames, etc., il y a une très grosse communauté marocaine ici, mais avec tout ce qu'on entend, on n'a pas toujours forcément la meilleure image. Et donc, quand moi j'arrive et que je dis que j'ai grandi au Maroc et que je suis venue ici à mes 18 ans, en fait, ça casse un peu l'idée qu'ils ont des Marocains et du coup, ça les intrigue. Des fois, je suis comme un mystère en fait pour eux. C'est parce que eux, ils pensent que parce que j'ai grandi au Maroc et que je suis venue du Maroc, ben, que je suis pas censée parler français comme je parle français aujourd'hui. Et forcément, ils ont une image tellement fausse que moi, en fait, mon but pendant toutes mes expériences, ça a toujours été de leur prouver bah, qu'en fait, ils ont tort. Que c'est pas parce qu'on vient du Maroc qu'on n'est pas déterminé, qu'on n'est pas ambitieux, qu'on sait pas s'exprimer, qu'on sait pas étudier. Et forcément, ça peut les choquer un petit peu. Leurs préjugés vont un peu gagner du terrain dans leurs conversations qu'ils vont avoir. Mais ce qui fait que tu dois toi-même te prouver fois 10. C'est-à-dire, tu vas pas te comporter comme un Belge lambda qui travaille avec toi. Tu vas toujours devoir faire plus. Ils vont toujours s'attendre à plus de toi. Et tu dois toujours leur prouver qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix en t'embauchant. Et donc forcément, toi, ça te met une pression supplémentaire, mais il faut faire très attention à ne pas se retrouver dans la soumission. Parce que quand tu baisses un peu trop la tête, etc., ça va pas non plus, parce que, surtout pas dans le milieu juridique en plus, parce que qu'en tant que juriste, tu dois pouvoir savoir t'exprimer, tu dois savoir défendre, et donc forcément, quand tu viens de commencer, c'est difficile de faire ça, parce que tu vas déjà te sentir en infériorité dès le début, mais c'est quelque chose que tu dois travailler, de te dire non, ben, en fait, non, j'ai étudié comme tout le monde, je suis capable, si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai mes capacités, et c'est pas une raison pour me dévaloriser. Je dis pas qu'ils essayent de dévaloriser, non, mais c'est juste un peu leur manière de penser vis-à-vis de l'étranger qui va intégrer la société. Et bien évidemment, je parle de mon expérience personnelle et je prends ça en aucun cas pour une généralité. Mais ça n'a pas toujours été facile, l'intégration au début. Mais bien évidemment, avec le temps, une fois que c'est toi qui t'adaptes, là, il n'y a pas de problème à se faire des amis, même dans le milieu du travail. Bien sûr, ça reste toujours des collègues. Mais là, par exemple, de mon ancien travail, je garde contact avec les collègues. On part se faire un resto de temps en temps. Mais voilà, il y a toujours des petits préjugés derrière qui vont faire que toi, tu dois te démarquer un peu plus et prouver un peu plus. Mhm. Du coup, c'est une pression de plus. Exactement. Mais si je devais parler allez, du milieu belge de manière générale, ben, Mhm. ça va être comme n'importe quel autre pays européen en comparaison avec le Maroc. Nous, on est très chaleureux, on est très sociable, on a كنبغيو نهضروا كنبغيو نجمعوا et c'est quelque chose ici que c'est pas vraiment le cas, hein. On est beaucoup
allez, je parle pour moi toujours sans vouloir manquer de respect aux autres, on est très solidaires entre nous, etc. Et c'est quelque chose qui a manqué ici quand je venais d'arriver en Belgique. J'ai remarqué ce manque de solidarité, ce manque de vouloir intégrer l'autre. Donc ça a été, on va dire, mon ressenti au début. Mais maintenant, alhamdoulilah, on s'habitue et une fois qu'on sait comment on doit s'intégrer, on s'intègre et ça va beaucoup mieux. Ouais. Je pense que qu'il y a aussi واحد la partie, je sais pas, mais il me paraît que le monde du droit, du juridisme, كاين بزاف c'est un monde un peu masculin, je pense, non? Oui, oui, Du coup, pour toi, c'est ça vrai. va être étrangère et puis tu es aussi femme. Du C'est coup, vrai. qu'est-ce que c'est que ça tu le vis? Bah, j'ai effectivement allez, tous mes boss quasiment c'était des hommes et les hommes sont majoritaires dans ce milieu, c'est sûr. Mais en fait, moi, dans ma tête, j'essaie de ne pas justement faire cette dualité entre moi-même et les hommes. C'est-à-dire que je me dis dans ma tête, فحالي فحالك. قرينا la même chose. On a les mêmes compétences à quelques exceptions près. Donc, je, en fait, vu que ma درتهاش في راسي, je ne la remarquais pas, en gros. Je sais que l'autre va s'attendre à peut-être une moindre performance ou bien des circonstances particulières à chaque fois ou autre, mais moi, je n'ai pas voulu relever ça et heureusement, je ne l'ai pas relevé. C'est-à-dire là, je peux pas te dire que j'ai senti une grande différence entre moi et un homologue masculin. Pourquoi? Parce que j'ai toujours fait en sorte qu'on me juge sur mon travail et pas sur le fait que je suis une femme. Oui, oui. Mais je parlais un peu, Machi, de la performance de mais plutôt de Ntina faire le milieu qui est 100% masculin. Comment tu le Mhm. vis chaque jour? Franchement, j'essaie de pas faire de différence. En fait, je traite tout le monde de la même manière, que ce soit un homme ou une femme. C'est vrai que le rapport avec l'homme ne va pas être le même que tu vas avoir avec une femme. Une femme va être beaucoup plus, peut-être plus douce, va jouer un peu plus avec les émotions. Mais comme c'est un milieu juridique, tout le monde prend un peu le même masque. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Une femme va être rigide et un homme aussi va être rigide. Donc toi aussi, tu te dois d'être un minimum rigide. De toute façon, que ce soit dans le milieu juridique ou autre, une fois que tu rentres dans le milieu professionnel, il y a tu portes un certain masque que tu vas devoir gérer, euh, qu'il y ait un homme ou une femme en face de toi. Mhm. Ok, ok. Et moi, أنا ما عرفاش مزيان ما كنعرفش بزاف في الدومين ديال الدروا. Du coup, pour moi, juriste, j'ai Ah, du mal un peu comprendre exactement شنو هو الخدمة ديالك day to ok. day. Donc je vais expliquer. Déjà, les gens, ils confondent énormément entre juriste et avocat. Oui, Euh, Déjà, on commence par là. Que ce soit le juriste ou l'avocat, on fait les mêmes études. C'est-à-dire, on fait des études de droit, un master en droit. Et la différence entre le juriste et l'avocat, c'est que bah, l'avocat, lui, va, après ses études de droit, intégrer un cabinet d'avocats où il va faire son stage. Et il va s'inscrire au barreau. Donc, il y a un stage de 3 ans à faire dans un cabinet pour pouvoir défendre des gens en justice. Donc, aller au tribunal et prendre des dossiers en justice. Le juriste ne part pas défendre son client en justice. Et le juriste en droit des sociétés, eh ben, ce qu'il va faire, c'est quand son client est une autre société, eh ben, il va essayer de le protéger au maximum juridiquement, faire en sorte qu'il est conforme aux régulations en droit des sociétés, ses statuts sont conformes, quand il y a des transactions, rédiger les contrats. Il y a plein de réglementations en fait à respecter dans le milieu du corporate et dans le milieu des sociétés. Et ça, c'est le travail du juriste, c'est répondre un peu à toutes les questions juridiques qui vont se poser. Si jamais on a, allez, je vais dire un truc hyper technique, mais une loi RGPD sur la protection des données, eh ben, le juriste, il doit mettre en conformité la société à cette réglementation-là pour protéger les données des clients. Et beaucoup de rédaction de contrats, énormément de rédaction. d'accord. Du coup, je pense que كتخدم بزاف je pense assise خدامة في البيرو Exactement. Ouais. Il y a plus que beaucoup de travail client. devant l'ordi. Beaucoup de travail devant l'ordi. En fait, vu que les expériences que j'ai eues avant, c'était avec des fiduciaires ou des big sociétés,
en fait, ils ont elles-mêmes leurs clients. Ce qui fait que, oui, tu as du contact client, mais ce n'est pas tes clients directs. Ton client direct, c'est celui qui t'a embauché. Des fois, tu as besoin du contact client, des fois pas. Des fois, c'est juste un dossier qui passe entre deux mains et il arrive chez toi et toi, tu exécutes le travail. Donc, j'avais énormément de contacts clients dans mes deux premières expériences, mais j'en avais pas du tout dans la dernière expérience. Donc, encore une fois, ça dépend des secteurs dans lesquels tu travailles. Mais on passe quand même beaucoup de temps devant notre ordinateur à rédiger. Mhm. Ouais. Ouais, chez كنتِ كتبريفويي ملي كنتِ كتقراي les études والّا tu avais un autre constat والّا Bah, rêve sur ce job-là? en fait, je m'y attendais. Je savais que c'est comme ça que ça marchait. Je n'ai jamais aspiré à être avocate pendant mes études. Je savais que je ne voulais pas être avocate. Je me disais que je voulais tout simplement être juriste, intégrer le monde des sociétés. Mais on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avant de l'avoir vécu. C'est-à-dire, on a beau entendre des échos, te dire voilà comment ça se passe, voilà à quoi s'attendre. Walakin, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas vraiment ce que c'est. Et moi, je pense pas que je suis faite à 100% pour rester juste derrière mon bureau et 9 heures par jour et ne pas avoir de contact, etc. J'ai énormément besoin de faire ce contact, de créer, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que la voie de l'entrepreneuriat, ce serait le meilleur moyen. Mais comme je suis à un stade de ma carrière où je peux enfin, on va dire, choisir ce que je veux, c'est maintenant que je me pose en fait ces questions-là, alors qu'avant, je pouvais pas vraiment me les poser. J'avais un objectif en tête et il fallait que j'y arrive. Mmh. Ouais, je pense que هاد les années كاملين les expériences les métiers هما اللي جعلوك أنك تفكر بهاد الطريقة وتاي cette décision en tête et tout ça. Sinon ça tu aurais pas. Exactement. Du coup, Tina, جربتي l'indépendant, statut indépendant et statut salarié. Ouais. Lequel tu penses les Tina plus satisfaite? Moi, je dirais le statut d'indépendant. Déjà parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, quand tu es juriste, c'est, tu as une certaine responsabilité sur ce que tu crées, sur tes contrats, etc. Et moi, quand je travaillais dans les fiduciaires, ben, on va dire mes boss, entre guillemets, même si j'avais le statut d'indépendant, étaient des comptables. Donc, c'était pas forcément des gens qui pouvaient avoir une vue hiérarchique sur ton travail ou juger de ton travail directement. Donc, je ne recevais pas forcément d'instructions par rapport à mon travail. C'est moi qui faisais le travail, j'étais responsable de ça. Et donc, le juriste, il doit quand même avoir une certaine liberté quand il est en sous-traitance, parce que moi, je travaille en sous-traitance. Après, quand tu es un juriste, mais qui est affecté à une seule société et que tu travailles en interne pour aider la société, euh, il n'y a pas de souci. Mais dans mon cas de figure, je pense que le meilleur des cas, c'était le statut de l'indépendant. Après, ça relève aussi de ma personnalité. Je suis quelqu'un aussi de très indépendant et je travaille mieux quand je suis libre de, de faire en fait le travail comme je le sens. Mmh. OK, du coup, je pense في les réseaux sociaux, tu te lâches, que ça se passe que l'indépendance, tu l'as et tu crées ce que tu veux avec ton Complètement. rythme. Complètement, complètement. C'est un moyen pour moi d'exprimer un peu ma créativité et de sortir du milieu juridique, même si j'essaie toujours de garder en fait cette connotation carrière, parce qu'au final, le but, c'était de montrer aux gens que oui, même si tu as un travail très, très difficile, même si tu as un travail à haute responsabilité et que tu peux, toi, voir de manière extérieure comme étant quelque chose d'ennuyeux, etc., ben, tu peux quand même faire quelque chose à côté qui va un peu égayer tes journées, qui va stimuler ta créativité ou te بدل شوية الجو de tout ça. Moi, vraiment, mon but, c'est d'inspirer les gens à trouver quelque chose à côté. C'est pas forcément Instagram. Pour moi, c'était Instagram, mais pour d'autres personnes, ça peut être tellement de choses. Et surtout apprendre, en fait, à se déconnecter
du travail. Il y a un moment pour le travail et puis il y a un moment pour sa vie sociale. Parce que sans avoir une vie sociale où tu es épanoui, tu ne seras pas non plus épanoui dans ton travail. Et il faut éviter d'arriver avec l'état d'épuisement mental parce que on va dire, c'est le pire qui puisse t'arriver dans ta carrière, quoi. Mm. Ouais. Et pour toi, si c'était à refaire, tu feras toujours des études en droit, là, maintenant avec le recul. Euh, très très bonne question. Ben, allez, moi j'adore le droit. La vérité, j'adore le droit. En fait, j'ai adoré mes études plus que, plus que ma carrière, on va dire, plus que le monde du travail. Genre, si je pouvais rester que dans les études, je serais vraiment contente. Mais parce qu'il y a une grosse différence quand même entre quand tu l'étudies et quand tu l'appliques. Mais je pense que je referai quand même des études de droit. Mais c'est-à-dire, plus tu grandis, quand même, plus tu vois d'autres chemins. Tu te dis, et si j'avais fait des études de ça? Et si j'avais fait des études de ça? Et tu te poses la question, mais en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des études de droit? Et là, tu te rappelles pourquoi tu as commencé ça et tu te dis, oui, bon, ok, au final, euh, il est jamais trop tard de rien faire. C'est-à-dire que même si un jour, dans 10 ans, je me réveille et je me dis j'ai envie de faire autre chose et d'étudier autre chose, ça ne m'empêchera pas de le faire. Euh, Parce qu'aujourd'hui, déjà, je t'avais dit que ma mère était artiste chanteuse. Ben là, elle a entrepris des études de droit il y a 2 ans. Elle est dans sa deuxième année. Et comme quoi, je me dis, mais en fait, il est jamais trop tard de commencer de nouvelles choses. Mais honnêtement, je me plais beaucoup dans ce domaine. Il faut juste garder cette balance entre la vie pro et la vie privée, parce que c'est ça qui va faire en sorte de tenir. Ouais. Et pour ta page sur Instagram, comment tu gères un peu la création du contenu, ton job maintenant? Mais en fait, ce que je faisais pour aller être consistante et tout dans mes publications de vidéos, c'est que je savais déjà que je consacrais le samedi à filmer quelque chose qui n'était pas work related. Par exemple, quand je vais filmer une journée, une journée à moi ou Start the Day with Me, un truc comme ça, ben, je sais que c'est le week-end. Et en semaine, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais en fait des shots de ma journée, en fait, tout au long de la journée, tout au long de la semaine, quand je voyais quelque chose qui m'inspirait ou qui pouvait être intégré dans de mes vidéos, ben, je prenais ça en vidéo. Et mon rituel de montage, c'était après dîner. C'est-à-dire, je rentrais à la maison, je me reposais un peu, je me préparais un peu à manger. Et après, après le dîner, je me mettais directement sur Instagram. Je fais mes montages, je cherche l'inspiration, je prépare mes posts, mais j'étais jamais à l'arrêt, en fait. En fait, c'est comme si tu intègres ça un peu à ton lifestyle. C'est-à-dire que c'est plus. Je faisais pas des rendez-vous avec moi-même où je me disais, OK, telle heure, tel jour, faut que je crée. En fait, je créais tout le temps et je prenais en vidéo tout le temps des choses qui m'inspiraient. Et puis, j'essayais de mettre ça euh, dans une vidéo qui a du sens et je faisais des recherches d'audio, de musique qui étaient trending sur le moment et ça donnait ça. Et bizarrement, en fait, j'avais commencé à poster des vidéos avant de commencer ce dernier travail. C'était pas des vidéos qui étaient carrière, mais quand j'ai posté ma première vidéo, je me rappelle, c'était une vidéo Day in my life as a legal consultant et que j'avais que c'était mon new job. C'est une vidéo qui était devenue virale et de là, je me suis dit, ah, mais je pense que ça intéresse les gens de voir peut-être une juriste dans son day-to-day ou dire mon lifestyle de juriste parce qu'avant, je savais que je voulais créer, mais je n'avais pas encore trouvé ma niche et je savais pas encore qu'est-ce que je voulais créer. Tout ce que je savais, c'est que je voulais créer.
Et quand j'ai commencé à travailler, que j'ai vu que ce que je prenais en vidéo plaisait, et c'est là que je me suis dit, OK, ben, je vais me nicher un peu plus sur le côté carrière. Et ce qui m'a encore plus dirigée, c'est tous les messages que je recevais d'étudiantes en droit. J'en reçois encore tous les jours aujourd'hui. Oui, voilà, je suis étudiante en droit. Quels conseils peux-tu me donner? Comment tu as choisi la partie corporate? Comment tu as choisi ici? Comment tu as fait pour réussir? C'est vraiment plein de questions qui sont autour du droit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, je me dis, c'est vrai que sur mon Instagram, je parle pas. Je fais passer tous les messages par la vidéo et par on va dire, la vibe de la chose, par les captions, etc. Et je me dis, ce serait peut-être pas mal de prendre un peu plus la parole pour répondre, parce que je réponds ces gens-là en DM, mais ce serait peut-être intéressant d'en faire des vidéos YouTube peut-être à l'avenir pour répondre à la demande, quoi. Hmm, ouais. Euh, dans la page d'Alec, il y a une certaine vibe, un certain esthétique que j'aime Ouais. beaucoup d'ailleurs, mais qui s'inspire de jour en jour. Franchement, allez, ça vient de ma tête. Je sais pas te donner une autre réponse, c'est que je prends en vidéo les choses qui m'inspirent. C'est-à-dire que je vois quelque chose, elle me dit, OK, ça a l'air sympa. Je prends ça en vidéo et la vibe, en fait, elle vient quand je suis en train de faire mon montage. Et de toute façon, pour créer une vibe, tu as besoin de plein de choses. OK, tu as ce que tu prends en vidéo, tu as aussi la musique, tu as aussi ta manière de faire tes montages. Et ça, je pense que ça vient d'un mix de tout. Bien sûr, je regarde beaucoup d'autres pages hein, sur Instagram. Je scrolle un peu, mais quand je scrolle, je le fais de manière réfléchie et j'essaie de me poser des questions sur qu'est-ce qui a fait que ces vidéos sont en train de marcher. C'est-à-dire, je suis tellement un peu matrixée de mes études de droit que tout ce que je fais, en fait, je dois l'étudier. Et c'est ce que je fais des fois un petit peu avec Instagram, c'est que j'étudie la chose et je me dis, ben, j'ai envie de faire passer le message, tel message, quelle est la meilleure manière de le faire passer? Donc, c'est un peu Hmm, comme ça que me vient la création et l'inspiration. d'accord. Ou d'où tu as appris un peu le début direct sur les réseaux sociaux, sur la création de contenu? Est-ce que tu as fait des formations ou c'était chill au début? En fait, comment ça a commencé? Au début, je regardais juste des vidéos YouTube, juste pour regarder. Je regardais vraiment, c'est-à-dire pas des trucs en relation avec Instagram ou autre, juste que je regardais des vidéos YouTube de filles et je me disais, franchement, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit et j'aimerais tellement faire pareil. Il y a tellement de choses que je peux partager, etc. Mais je voyais qu'en fait, j'ai pas encore eu le courage sur le moment de me lancer sur YouTube. J'ai pas osé, tout simplement, j'ai pas osé. Et je me suis dit, ah, mais peut-être je peux voir, pourquoi pas Instagram, ça reste en fait où tu peux faire des vidéos sans pour autant directement t'exposer. Parce que, allez, si j'étais pas juriste et que j'avais un autre domaine, peut-être que ça aurait été très facile pour moi de me lancer comme ça sur les réseaux. Mais comme j'avais cette peur au début de me dire, bah, en fait, ce que je fais n'est peut-être pas compatible avec ma profession qui est hyper sérieuse, ça peut brider l'image, etc. C'est des idées fausses, hein. Je me suis rendu compte avec le temps que c'était faux. Mais c'est en regardant les vidéos que je me suis dit, franchement, j'adore et j'aimerais tellement faire ça. Et j'ai commencé du coup à regarder des vidéos sur comment éditer une vidéo, quelle application utiliser, des trucs comme ça, quoi, des petites recherches sur comment créer son compte Instagram, etc. Et de là, ben, j'ai commencé, première vidéo. Je savais en fait que tes premières vidéos, elles vont pas être top, hein. C'est-à-dire que quand je descends pour voir mes toutes premières vidéos, je savais que c'est pas top, mais je me disais, de toute façon, tu dois commencer quelque part. On s'en fout. Tant que toi, ça te procure du plaisir et que tu adores faire ça, euh, fais des œillères, regarde même pas si tu as des vues, si tu n'as pas des vues, juste fais-le et kiffe. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Je postais sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit. Je postais parce que j'adorais faire ça, j'adorais le rendu que ça avait à la fin. Et je me disais, ben, tant que ça me procure à moi ce plaisir, ben, euh,
l'objectif est atteint. Après, bien évidemment, ça fait plaisir quand des personnes te suivent et s'inspirent de toi. Et je pense que c'est un peu ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté inspiration, que d'ailleurs, d'où My Aspiration. Mm. C'est ce côté-là qui a fait que j'ai voulu continuer dans ça, quoi. Ok. Côté un peu technique les réseaux sociaux, je nous demande les matériels, ton go-to matériel pour les vidéos que tu Ok. fais. Alors, moi, j'utilise donc un trépied. Tout simplement, c'est le truc le plus important. J'en ai essayé plusieurs et puis il y en a un qui m'a vraiment, avec lequel je me suis sentie hyper à l'aise. Donc j'ai un trépied, j'ai un mini, c'est pas une ring light, mais c'est vraiment un truc LED, mais que j'utilise très rarement. C'est-à-dire que là, on va dire 99% de mes vidéos, c'est de la lumière naturelle. De toute façon, je les prends soit au bureau, soit à l'extérieur, soit chez moi, mais jamais, j'utilise pas vraiment de lumière artificielle. Vraiment, j'ai ce petit truc LED au cas où je suis en train de filmer un truc et qu'il y a un gros nuage noir qui passe et que je dois rattraper de la lumière. Mais voilà, c'est le trépied. Et j'ai un montage, une application de montage vidéo et c'est tout ce que j'utilise. Vraiment, je n'utilise rien d'autre. D'accord, Et pas de caméra même, pro. non, j'ai une caméra pro, mais que je n'ai jamais utilisée pour Instagram. D'ailleurs, j'avais acheté la caméra pro pour YouTube, mais elle est restée dans un de mes placards que je n'ai pas encore sorti, peut-être un jour. Mais non, je filme avec mon iPhone. Quand j'ai commencé les vidéos, je filmais avec un iPhone 11. Euh, Après, j'ai switché vers un iPhone 13. Mais toutes mes vidéos, donc on va dire les 20 dernières, c'est avec l'iPhone 13. Et là, je commence à filmer avec l'iPhone 14. Donc ça, c'est pour les gens qui se demandent avec quel iPhone je filme. D'accord. Je nous des conseils que tu peux donner à quelqu'un qui commence les réseaux sociaux, sur Insta plus précisément. Ben, honnêtement, c'est le conseil qui m'a fait, moi, on va dire, tenir. C'est de le faire parce que toi, tu aimes le faire. Ne pas le faire parce que tu as des attentes, ne pas le faire parce que tu veux des followers ou de la reconnaissance. Fais-le parce que le moment que tu passes à créer te procure du plaisir. C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que ça te fait plaisir de prendre ces vidéos-là, de faire ton montage, de les poster? Si ça te fait du plaisir, continue et essaye de t'en foutre un peu du regard des gens parce que ça, c'était le plus difficile pour moi, c'était le regard des autres. Parce que comme j'ai toujours eu cette image de fille studieuse, qraya, juriste, toujours très sérieuse, etc., je savais que ça allait choquer des gens que je me lance sur Instagram et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de lancer ma première vidéo. Je peux te dire que facilement, un an, j'ai mis un an à me lancer. C'est-à-dire la volonté de créer et tout, je l'avais pendant un an. J'ai regardé des vidéos, etc. pendant un an. Et avant de pouvoir sauter le pas et me dire, OK, on s'en fout de ce que les autres pensent. Et j'ai même dû lire des livres et lire voir des vidéos sur comment s'en foutre du regard des autres. Parce que c'était ça qui me bloquait. Et ben avec le temps, je me suis un peu endoctrinée à me dissocier de ça et à me dire, en fait, au final, tu le fais pour toi, tu le fais pour personne d'autre. Et même s'ils pensent quelque chose de mal ou qu'ils pensent que ce que tu fais est nul, et alors au final, quel est ton but? Ton but, c'est de te faire plaisir à toi-même et pas de faire plaisir aux autres. Les gens, ils vont regarder ton truc 2 secondes, après, ils vont l'oublier. Donc, et toi, en même temps, tu vas te priver de quelque chose qui peut être super plus tard. Et donc, voilà, c'est ça mon conseil, c'est juste fermer les yeux sur ce que les gens peuvent penser ou peuvent dire. Tant que ça te fait du bien, c'est le plus important. Mhm. Ouais. Et sur le côté vie perso et les réseaux sociaux, كيفاش اخترتي انك تقسم بيناتهم et ne pas mélanger les trucs parce que je vois sur ta page que tu montres pas beaucoup dans ta vie perso. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je pense que c'est juste une pudeur peut-être de ma part qui va se lâcher avec le temps.
Comme j'ai commencé avec des vidéos où on ne me voit pas forcément, parce que tu as dû le remarquer, je mets pas forcément mon image en avant. Et je pense que c'est juste de la pudeur de ma part et que j'essaie d'affronter et de surmonter tous les jours. Mais peut-être avec le temps, je pourrais partager plus. Et, parce que des fois, tu te poses la question, enfin, est-ce que ça intéresse les gens au final de montrer des trucs de ta vie privée? Je sais pas. Vu que de base, mon contenu était vraiment carrière, inspiration et tout, je me suis dit, ben, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est pas forcément ce que tu manges ou ce que tu achètes, mais peut-être plus comment tu passes ta vie niveau travail et niveau balance, etc. Mais il faut du temps. Il faut pas oublier que j'ai commencé il y a un an et c'est quand même nouveau pour moi par rapport à d'autres personnes qui sont dans le milieu depuis des années. Et peut-être que je pourrais partager plus avec le temps. Ouais, oui. Sinon, pour revenir un peu sur ton expérience d'expatriation, comment tu gères un peu la distance avec le Maroc, avec ta maman, la famille? Euh, Quand j'étais aux études, je partais, on va dire, 3, 4 fois par an parce que c'était possible. Je n'assistais pas à tous les cours, pour être honnête. Début d'année, je sélectionnais les cours qui valaient la peine d'assister et pour lesquels j'avais un support. J'assistais aux travaux pratiques, mais je m'arrangeais toujours pour partir 4 fois dans l'année. Mais j'ai intégré le milieu du travail, ben, c'était beaucoup plus compliqué vu qu'on a des jours de congés déterminés. Et c'est très difficile hein, de ne pas avoir sa famille avec. Hein. J'ai mon mari ici et j'ai ma sœur qui est aussi venue faire ses études en Belgique un an après moi. Et donc, c'est la seule famille que j'ai ici en Belgique, bien évidemment, à part mes amis proches qui sont devenus comme la famille, mais ça remplace pas la maman et les tantes, etc. Ma maman était chez moi encore la semaine passée, donc j'ai pu un peu profiter d'elle. Mais on fait comme on peut, les FaceTime, les appels. Quand j'ai besoin de cuisiner un truc, je me mets en vidéo avec elle et, et elle m'aide. Et c'est tout, quoi. Heureusement que les téléphones sont là. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu tout ça, le plat de couscous que vous avez Exactement. préparé. Exact. Elle m'a appris à faire le couscous parce que je ne savais pas du tout faire le couscous. Et j'ai dit non, la vérité, tu pars pas cette fois avant de m'avoir appris à faire du couscous parce que ça me manquait vraiment beaucoup. Ouais. Et du coup, à part le côté famille et le côté un peu marocain, est-ce que tu gardes un peu les racines marocaines de ta vie du quotidien avec des potes ou bien la cuisine Oui, je sais toujours, pas. toujours, toujours, toujours. Je fais vraiment en sorte de ne pas perdre cette marocanité. Déjà dans les plats que je cuisine à la maison, je cuisine des tagines. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement avec mon mari. Il adore la cuisine marocaine, donc il fallait que je reste dans le contexte marocain. Bien évidemment, Ramadan, on ne le passe pas comme on le passe au Maroc, vu qu'ici, ben, on n'est qu'entre nous. Donc, voilà, c'est un peu en comité plus restreint. Mais j'ai des amis chez qui, des fois, je peux aller manger. C'est des Marocains, des Libanais, etc. Donc, on garde un peu ce côté convivial avec les gens que j'ai pu rencontrer ici. On fête l'Aïd, etc. C'est toujours différent hein, de comment on va le fêter au Maroc, mais on essaie de le fêter à notre manière. Ouais, c'est pas toujours facile. Ouais. Ouais. Et sinon, tu as mentionné que tu avais un fiancé, quand tu étais jeune. Ouais, Yak. Et du coup, je pense que tu es mariée un peu jeune. c'est ça. Comment que tu as vécu le mariage à jeune âge? Bah, je me suis mariée donc à 20 ans. On s'est connus à l'école. On était ensemble au lycée. Et honnêtement, bah, déjà, je serais pas ici si c'était pas pour lui parce qu'il a un peu dirigé, on va dire, le pays où je me suis installée. Et c'était bien évidemment très bien d'avoir quelqu'un euh, quand tu vas dans un autre pays. C'est-à-dire que j'ai pas vécu avec l'expérience de l'étudiant lambda qui va aller tout seul dans un autre pays. J'étais quand même accompagnée. Et ben, comme on s'est mariés jeunes, ben, on a un peu grandi ensemble, on a évolué ensemble, que ce soit lui dans sa carrière que moi dans ma carrière. Donc, on a cette entente qui fait qu'on se soutient et on se pousse vers l'avant parce que je pense que c'est très important d'avoir du soutien dans ton travail
C'est-à-dire que si j'avais pas son soutien, pour moi, ça aurait été difficile d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. On s'est quand même mariés la deuxième année où j'étais en Belgique. Donc j'avais 20 ans et ben, j'ai fait mon cursus d'étudiante en étant mariée. Donc j'avais mes habitudes. Quand on passe de fille à femme, ça change quand même. Donc j'ai vécu ça avec mes études, avec mon travail. Et donc on a évolué ensemble et alhamdoulilah, je suis très reconnaissante de l'avoir avec moi. Mm. Très belle histoire. Merci. Euh, Sinon, est-ce que tu as des idées ou bien des plans d'expatriation à part la Belgique comme Euh, next step? Pour l'instant, rien de concret, non. Je dis pas que je resterai en Belgique toute ma vie. Je ne pense pas non plus retourner au Maroc de sitôt parce que voilà, je veux quand même avancer dans ma carrière et peut-être découvrir de nouveaux horizons. Je ne sais pas vraiment ce que me réserve l'avenir, mais là, tout de suite, je suis en Belgique. Je ne sais vraiment pas quels sont les plans d'avenir, mais je ne suis pas fermée à aller dans un autre pays, quoi. Si une opportunité se présente et que ça peut être bénéfique, pourquoi pas. Ouais. Et pour ton domaine et ton job, c'est possible de travailler juriste dans plusieurs d'autres pays? Yani, Bah, c'est en termes de loi, ça ne change pas. bah, c'est une très bonne question parce que c'est la même question que je me suis posée pendant plusieurs années quand j'étais dans mes études, c'est de se dire, OK, je suis en train d'étudier du droit belge. Est-ce que c'est un droit qui est transposable dans un autre pays? Et la réponse est oui, mais bien sûr, on va dire que c'est pas un oui de but en blanc. Donc, si jamais je veux aller travailler en France, je peux, mais tu vas toujours avoir une petite période d'adaptation. C'est-à-dire, OK, les lois sont les mêmes. Pardon, c'est pas que les lois sont les mêmes. On va dire que les règles de manière générale se rejoignent, mais les exceptions ne sont pas les mêmes, les taux ne sont pas les mêmes. Donc, surtout en fiscalité, il y a des droits en fait qui sont européanisés. Et donc forcément, elles sont issues de lois européennes qui font que même si tu pars de pays en pays, la loi en elle-même, le fond reste le même, mais il faut voir comment le pays l'a transposé et toi, tu dois t'adapter à ça. Mais c'est faisable si tu fais un effort supplémentaire pour connaître les différences entre ton droit et le droit du pays. Parce que quand tu vas être juriste dans un domaine, ben, en fait, tu l'es dans un seul domaine. Tu ne l'es pas dans l'entièreté des droits qui régissent le pays. Et donc, c'est par exemple le droit des sociétés. Si je veux aller faire du droit des sociétés en France, je vais aller chercher dans le code français. Et parce que ce que tu étudies dans tes études de droit, on t'apprend pas la loi en elle-même. Et c'est ça que les gens peut-être ignorent des fois, c'est qu'on t'apprend à rechercher l'information. On t'apprend à savoir manier un code. Et donc, c'est des compétences que tu dois quand même avoir, euh, même si tu vas dans un autre pays et que tu t'es confronté à une autre loi. Donc, c'est possible, en fonction bien évidemment du pays. Par exemple, si tu pars en Angleterre, c'est encore un autre système. C'est de la common law. Et donc, c'est encore très spécial et tu as peut-être une équivalence à faire. Je ne sais pas te dire exactement euh, c'est quoi l'équivalence, etc. Mais je sais qu'il y a une certaine adaptation à faire. Mm. Avec le Maroc aussi, Euh, l'adaptation, elle doit se faire. Ou bien, En fait, avec le Maroc, je pense pas, il y aurait pas de souci à aller exercer au Maroc, mais l'adaptation, effectivement, doit se faire aussi. Mais le Maroc prend beaucoup de ses lois du droit français et le droit belge prend beaucoup aussi du droit français. Et donc, il y a beaucoup de similitudes quand même. Et aujourd'hui, quand je vais lire des articles marocains ou des codes marocains, ben, je vais facilement comprendre de quoi il s'agit et je vais facilement savoir faire la différence entre quelles règles qui s'appliquent au Maroc ou ne s'appliquent pas en Belgique, par exemple. mm, d'accord. Et côté légal, tu peux aussi travailler normal quand étant juriste, ou là tu dois passer, je sais pas, un Au Maroc, réel tu veux dire? au Maroc ou là, en France aussi. Et Non, étant juriste. on peut travailler sans problème au Maroc et en France. D'accord, ok. Donc, Ok. comme je disais, c'est juste des fois des équivalences, peut-être en fonction du domaine que tu vas intégrer. Par Ouais. exemple, si tu travailles dans de la propriété intellectuelle et que tu sais que les règles sont très différentes, ben, par exemple, moi, si j'ai cette volonté, eh ben, je vais aller chercher les cours de droit français ou de droit marocain dans ce domaine-là et je vais essayer de les lire moi-même pour comprendre les différences.
Après, ça va bien sûr être difficile. Tu dois prouver pourquoi tu veux intégrer ce pays et changer de pays. Ça, c'est une autre discussion. Mhm. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles, jeunes garçons qui veulent, qui aspirent à de la carrière de juriste? Quels sont les conseils que tu peux leur donner? Bah, premièrement, il faut aimer le droit. Si tu veux être dans le droit, il faut aimer le droit parce que c'est des études qui sont pas faciles. Il y a énormément de quantité, de matières. Euh, c'est pas facile, mais si tu aimes ça, tu vas pouvoir le faire. C'est totalement faisable. C'est-à-dire que je me dis toujours, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Euh, il faut juste être très, très consistant dans son étude. Moi, je me rappelle il y avait certes, je participais pas toujours aux cours, mais je savais que j'avais le support de cours pour ça. Et comme j'ai une mémoire très visuelle et pas très auditive, ben, je préfère prendre le cours, le résumer et ensuite l'étudier. Mais ce qui fait que je me retrouvais en période de blocus avant examen à résumer mes cours et à les apprendre par cœur, mais je passais des journées en bibliothèque de 9 heures à 22 heures. C'est-à-dire que si tu dois aimer pour faire ça, c'est-à-dire pour tenir autant de pression et faire autant de sacrifices quand tu as d'autres personnes qui te proposent d'aller au resto, mais que toi, tu vas dire non, non, j'ai examen demain, tu dois savoir pourquoi tu refuses des activités et tu dois te dire non, ça en vaut la peine et mes études sont plus importantes que ça. Donc, en fait, c'est facile et pas facile en même temps. C'est facile si tu aimes ça et que tu sais que tu vas y donner du tien, tu sais que tu vas étudier. Là, il n'y a pas de souci parce que le droit, en fait, c'est simple. Tu étudies, tu réussis. Il n'y a pas de secret. Tu étudies, tu réussis. Il n'y a jamais eu un truc qui s'est posé sur un examen et qui ne se retrouvait pas dans le cours. On peut pas te dire le contraire. Mais il faut étudier. Mhm. Et toi, كيفاش عرفتي أنك tu aimes beaucoup هاد la matière de droit? Tu aimes beaucoup le droit parce que je pense في قبل الباك ما كناش كنقراو le droit. Et toi aussi. Moi, en fait, justement, le bac, comme j'ai fait bac STG, je l'ai fait parce qu'il y avait un cours de droit dans le bac STG. Ah, ok. Ok. Mais avant même le bac STG, comme je voyais, comme je te disais, j'étais inspirée par ma tante, je me suis dit, ah ben, je vais faire bac STG parce qu'il y a droit dans le bac STG et je vais voir ben, si j'aime bien. Et effectivement, j'aimais bien et en fait, je me suis toujours vue comme... Moi, j'adore la justice. J'ai un penchant pour la justice et même dans mon quotidien, si je vois quelque chose d'injuste, ça va me trigger. J'ai un vrai côté de justice qui fait que je savais que c'était ça qui était. Donc, je disais que je savais que le droit était fait pour moi. Ouais. Ouais, parce que Fluid, c'est difficile de se projeter chez une matière qu'on n'a pas étudiée. Et du coup, pour toi, t'as fait un peu pas l'essai avant de commencer des années d'université, d'études Et- d'université. Exactement. Mais c'est pas mal non plus, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de mauvais de se lancer dans un cursus universitaire et de voir qu'au bout de la première année, ça te correspond pas. C'est totalement normal. Parce qu'on peut pas réellement connaître une matière avant de l'avoir réellement étudiée. Et donc, il y a plein d'étudiants qui des fois dépriment de se dire, ah, j'ai fait le mauvais choix, je perds une année, mais pas du tout. Il vaut mieux perdre une année et même deux et choisir le bon cursus que de passer des années dans quelque chose que tu n'aimes pas juste au nom du fait que tu n'as pas envie de perdre une année. Donc c'est normal des fois de se tromper. Il faut juste rectifier le tir. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Autre question par rapport à la Belgique. Je me prendre les étudiants qui veulent aussi se projettent faire des études en Belgique. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner, des Bah, pistes? oui. Bah, en fait, les études en Belgique, elles sont très réputées pour leur qualité. L'université où j'ai étudié, c'est l'Université libre de Bruxelles et Solvay Brussels School. C'est des écoles qui sont listées parmi les 200 meilleures écoles du monde. Donc, allez, les études sont hyper, hyper qualitatives. Elles sont aussi reconnues internationalement. Et si tu es étudiant au Maroc et que tu as envie de faire tes études en Belgique, faut savoir qu'il y a certaines démarches à faire.
Juste en résumé, pour rappeler, moi, quand je me suis inscrite, je sais que les inscriptions, elles ouvrent février de l'année d'avant. Et de mon époque, elles étaient clôturées au 30 avril. Donc, on avait uniquement entre février et le 30 avril pour s'inscrire. Donc, il faut faire très attention au deadline parce que passé le 30 avril, je ne pouvais plus m'inscrire. Une fois que tu as ton inscription, il faut attendre le bac. Et puis, il y a un délai vraiment de 1 semaine ou 2 semaines, quelques jours pour... Tu prends ton bac et tu pars de faire ton dossier pour l'équivalence en Belgique. Je me rappelle que la deadline, ça c'est vraiment c'est des souvenirs d'il y a 10 ans, mais la deadline était le 10 juillet, je me souviens, et il fallait en rush aller déposer, envoyer ces documents-là, ou si tu as quelqu'un en Belgique qui parlait déposer pour toi au service des équivalences. Et une fois que tu obtiens ce document d'équivalence, tu prends ton inscription, tes documents, ton garant, etc. Et là, tu déposes tes documents à l'ambassade pour le visa. Mais donc, juste faire très attention au deadline pour s'inscrire dans les universités en Belgique. D'accord, ok. Et quand il y a un garant, du coup, le garant pour visa, Ouais. le garant pour... C'est un garant de manière générale pour ta vie en Belgique qui va pouvoir garantir que tu vas pouvoir subvenir à tes besoins et que tu ne seras pas une charge pour l'État. C'est un document aussi qu'on fait légaliser à l'ambassade de Belgique au Maroc. D'accord, ok. Et côté langue, on n'a pas parlé de ça. Je pense que... Est-ce que tu as été amené à apprendre le Dutch, je pense? C'est le néerlandais, oui. Ben, le paysage institutionnel belge, il est assez atypique parce que on a les Wallons, on a les Flamands, et puis on a la région de Bruxelles-Capitale où on parle les deux langues. On va dire que le néerlandais, c'était quand même un frein pour moi, parce que même si j'ai voulu l'apprendre à l'UNIV, c'était compliqué. La vérité, c'était vraiment difficile. J'ai fait quelques cours, après j'ai décroché. Et je me souviens quand même qu'on avait 2 cours de droit qui étaient en pur néerlandais. Je ne sais pas du tout comment j'ai fait pour les réussir, mais je me rappelle qu'un d'entre eux, j'avais juste appris bêtement en chanson. En fait, c'était des arrêts de justice qu'il fallait traduire. Et j'ai appris en chanson pour me rappeler des phrases, quoi. Ça a été un frein pour trouver du travail, par contre, parce qu'on donne beaucoup de priorité aux gens qui sont bilingues, qui parlent français, néerlandais, et l'anglais est un plus. Sauf que pour moi, comme je parle couramment anglais, ben, ça m'a aidé un peu à, à balancer le fait que je ne parle pas néerlandais. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle mon premier travail n'était pas à Bruxelles, à l'intérieur de Bruxelles, et était en périphérie, que ce soit mon premier ou mon deuxième travail. Parce que c'était en région wallonne et qui est une région purement francophone, à 10 minutes, 15 minutes de Bruxelles. Mais il cherchait une personne francophone et c'était pas un problème si on parlait pas néerlandais. Mais donc ça a quand même joué dans la recherche de travail. Mais au jour D'accord. d'aujourd'hui, je ne parle pas néerlandais, même si j'ai fait 10 cours dans mon ancien travail. On était un peu obligé de suivre des cours de néerlandais, mais plus pour avoir des discussions avec des collègues, quoi. Mm. Et sinon, tu peux parler anglais dans ton milieu de travail, c'est un peu anglophone? Ben, dans mon dernier travail, on travaillait qu'en anglais, en fait. On ne travaillait pas en français. Tout était rédigé en anglais, tous les mails étaient en anglais, donc c'est totalement anglophone. Mhm. D'accord, ok. Je pense que les informations vont beaucoup aider les étudiants qui préparent leur J'espère. projet d'études la Belgique. Ouais. J'espère. Sinon, la fin de l'épisode, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Pareil, vraiment, c'était très intéressant. Juste une dernière question Oui. qu'on pose normalement à la fin de l'épisode. Qu'est-ce que pour toi l'expatriation en un seul mot? Je dirais découverte. Je dirais Désolée, ça découverte. a coupé. Pour moi, l'expatriation, en un seul mot, je dirais découverte. Découverte parce que déjà, on découvre autre chose et puis on se découvre soi-même. C'est vraiment un voyage, que ce soit spirituel ou physique, mais c'est vraiment la découverte de l'autre, la découverte d'une nouvelle culture, la découverte de tes propres limites, de tes propres capacités. Et pour moi, j'en tire que du positif.
On grandit plus vite déjà parce qu'on est livré à nous-mêmes, on est livré à certaines batailles qu'on doit gagner nous-mêmes. Et du coup, c'est hyper enrichissant et j'encourage toute personne qui a cette possibilité parce que je sais que pas tout le monde a la possibilité d'aller étudier à l'étranger ou vivre à l'étranger. J'encourage vivement à le faire s'ils ont la possibilité de le faire. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم، شكرا على الاستماع ديالكم. ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.